Bon, eh bien, le dernier exposé de la journée, professeur Carlos Lobo, va nous parler de la réforme de la logique husserlienne selon Rota. Merci. Alors, merci beaucoup pour ce colloque qui est impressionnant par la qualité des exposés et puis enfin, ce qu'on peut y apprendre en réalité. Je dois d'emblée avouer que je vais mener cette conférence un peu tambour battant, un peu à la manière des marathoniens, c'est-à-dire que j'ai commencé à arpenter le terrain, disons, de quelques thèmes, enfin du thème qui est celui de la réforme de la logique husserlienne selon Rota. Et au début, je pensais que c'était quelque chose de relativement limité. Et à mesure que j'ai commencé à travailler les textes de Rota, je me suis rendu compte que c'était un chantier énorme et que par rapport à ce qu'il suggérait, en réalité, il en avait déjà fait une bonne partie. Donc je me suis mis à écrire 99 pages, j'ai essayé ensuite de réduire, et c'est pas une réduction phénoménologique, mais c'est simplement une réduction, disons, pour arriver à des dimensions décentes. Alors je pense que je vais zapper pas mal de développement, mais j'aimerais bien arriver à la lecture de l'article, qui sera ma quatrième partie, en réalité ma troisième, puisque la deuxième, je n'en dirai rien. Et donc pour le reste, vous avez de toute façon dans le handout une série de citations, donc celles que je lirai peut-être sont celles qui sont fléchées, les autres c'est simplement pour que vous voyez que je ne raconte pas n'importe quoi, que c'est étayé au moins textuellement. Voilà, alors je commence. Giancarlo Rota est l'un des rares lecteurs de Husserl à avoir perçu que l'activité descriptive et multiforme et multidimensionnelle de la phénoménologie, à travers une série d'inflexions, certes, était tendue vers un projet qui ne s'est jamais démenti d'un bout à l'autre de son parcours intellectuel, celui d'une réforme de la logique. Non pas seulement une réforme de la logique transcendantale, bien qu'il y en ait une aussi par rapport à Kant et certains néo-kantiens, mais bel et bien l'un des projets les plus audacieux de la philosophie contemporaine, la réforme de la logique formelle. Je cite tout de suite, je lis la première citation. « Il est légitime de demander ce que Husserl entend par formalisation, s'il ne faut pas la rapporter à la logique telle qu'elle est conçue de nos jours. » Nous rencontrons ici l'un des projets les plus audacieux de Husserl, la réforme de la logique. Les fondements de notre logique ont été posés par Aristote et sont restés inchangés depuis. Ce magnifique mécanisme d'horlogerie qu'est la logique mathématique est en train de s'attaquer aux faiblesses du système, mais elle ne révisera jamais ses propres fondements sans une impulsion extérieure. La logique d'aujourd'hui est fondée sur la notion d'ensemble, ABC, et sur les deux relations entre ensembles. A est un élément de B, A est un sous-ensemble de B. Relation, disons, d'appartenance et d'inclusion. À partir de là, ma tâche se révélerait relativement simple. Premièrement, attester l'existence d'un tel projet chez Husserl, c'est la partie que je vais zapper, mais je vous renvoie simplement aux appendices qui n'ont pas été traduits par Suzanne Bachelard dans l'édition française, raison pour laquelle le lecteur français ignore peut-être ce projet husserlien, mais dans le volume des Husserliana, il y a un texte qui s'appelle, enfin un texte dont la première rédaction remonte à 1918 et qui a été retravaillé en 1926. Husserl a lui-même posé comme titre « Réforme de la logique formelle ». Voilà. Donc c'est vraiment un projet explicitement husserlien. Et vous avez la citation qui est donnée dans la série. Dans la série de citations. Pardon. Donc, ma tâche, à partir de là, se révélerait relativement simple. 1. Attester l'existence d'un tel projet chez Husserl, en examiner la présentation par Rota, et enfin, troisièmement, comparer de manière critique la proposition husserlienne au prolongement que Rota lui donne, et évaluer ces derniers, tant par rapport au projet initial qu'au vu de ce qu'exige le contexte scientifique actuel. Mais parce que j'entends prendre au sérieux ce projet et ce qu'en dit Rota, et même le prendre au sérieux à partir de ce qu'en dit Rota, il me faut indiquer certains prérequis qui touchent aux motivations d'un tel projet, tant chez Husserl, qui le conçoit, que chez Rota, qui aperçoit ce projet et le reprend à son compte. Alors, premier point, donc la nécessité d'une telle réforme, et donc d'emblée, ce qui motive cette question, ou ce projet, c'est le problème de la formalisation,
qui est un des problèmes sur lesquels Husserl se penche dès les leçons de 1889, leçons sur la psychologie et la logique, et qui sont repris en grande partie dans les recherches logiques. Le principal prérequis, qui constitue aussi, on pourrait dire, la motivation fondamentale, prend la tournure d'une question en retour, une question critique, au sujet de la formalisation en tant que telle, c'est-à-dire une question sur les sources et les ressources de la formalisation telle qu'elle est à l'œuvre, de manière différenciée en logique, en mathématiques et dans les différents secteurs des mathématiques, en algèbre, y compris évidemment dans les différentes formes de géométrie. Voilà. À suivre la citation dont nous sommes partis, ce qui motive ce projet, ce n'est pas que la logique formelle ancienne, comme la logique mathématique en l'état actuel, ne soit pas formelle, puisqu'elles le sont, mais ce qui motive, c'est certaines insuffisances intrinsèques qui touchent, premièrement, au corps de ce que la logique mathématique prétend formaliser, syntaxiquement et sémantiquement. Et nous verrons sur ce point que le chantier est vaste et que Rota, en dépit du scepticisme rencontré chez ses collègues mathématiciens, à l'époque où il suivait les cours de Church, y est allé de quelques échantillons nouveaux. Deuxièmement, à la capacité de la logique à exprimer et à rendre compte formellement du complexe d'opérations qui sous-tendent la formalisation elle-même. Alors là, je rentre dans le lexique, je suis désolé, husserlien, complexe d'opérations qui sont descriptibles en termes noético-noématiques. C'est toute l'entreprise phénoménologique. Rota ne se contentera pas d'un exposé informel, il pointera des échantillons de formalisation à l'œuvre déjà chez Husserl et il proposera à son tour, sur la base des descriptions phénoménologiques informelles, des ébauches de formalisation nouvelles, donc des nouveaux pans, disons, de la logique formelle. Un projet de réforme de la logique formelle implique une critique de la formalisation telle qu'elle est conduite par dès l'algèbre de Boole, de Schröder, en passant par la logique frégéenne, la théorie des modèles, chez Tarski en particulier, les sémantiques modales, et j'en passe. On connaît les passages fréquents chez Husserl où celle-ci se trouve présentée comme un simple procédé d'algébrisation. Celle-ci, je veux dire la formalisation. Obnubilé par le résultat de cette formalisation, c'est-à-dire une évacuation du sens concret des termes par substitution d'une lettre dont le contenu est, en termes de sens, vide, où la référence aussi devient un X. On ne prête pas attention à l'essentiel de ce que décrit Husserl, à savoir, très précisément, l'enchaînement complexe d'opérations enveloppées dans ce qu'il continue de nommer, indifférent au sarcasme de Frege, une abstraction formalisante, et qu'il importe de ressaisir réflexivement pour ne pas succomber aux écueils d'une simple formalisation littérale. C'est l'un des reproches qu'il adresse en particulier à Grassmann, c'est que dans l'Ausdehnungslehre, en fait, il a procédé pour certaines parties à une formalisation littérale. Alors pourquoi littérale? Parce qu'il ne respecte pas certaines formes, certaines structures qui sont émergentes, et par algébrisation, on pourrait dire brutale, il court-circuite finalement cette phase-là. Donc, autrement dit, il y a formalisation et formalisation. Cette réforme ne se propose pas seulement de penser autrement la logique mathématique telle qu'elle est, de proposer une conception philosophique différente, mais qui serait sans impact sur les développements de la logique mathématique, mais elle propose de s'en prendre au fondement même de la logique, qui, affirme Rota, sont restés inchangés depuis Aristote. Ce sera la deuxième citation, mais on aura le temps d'y revenir. Voilà, c'est ce qu'on a ici, toujours, si. Depuis Aristote, voilà, j'arrive à cette citation-là, je peux vous la donner tout de suite. C'est du reste parce qu'il a pris au sérieux la phénoménologie husserlienne et son projet, parce qu'il s'est placé dans la perspective qui lui donnait son sens et la motivait, que Rota a su d'emblée aller à l'essentiel, apercevoir ce projet qui est resté pour beaucoup un angle mort ou un point aveugle, et le percevoir dans sa nécessité. C'est ainsi par exemple que, contrairement aux philosophes sous influence néfaste des mathématiques, entendons ceux qui formalisent sur la base d'une logique formelle tenue pour définitive, et à la différence de beaucoup, y compris et surtout dans le rang des philosophes ou des, de la logique ou des philosophes logiciens, Rota n'a pas eu sur la troisième recherche ce regard condescendant de certains qui, lui appliquant la norme en cours d'une logique mathématique en dominante, n'y ont vu qu'un pauvre échantillon de formalisme inabouti. Il y a vu tout au contraire, pour reprendre la formule de Leibniz, un échantillon architectonique dont le reste de la phénoménologie transcendantale contient déjà les développements en un style informel. La ligne de partage entre les deux rapports à la formalisation, les deux approches de la formalisation, est on ne peut plus nette.
Promouvoir la logique mathématique en l'état au rang de canonique exportable telle qu'elle est à la philosophie est aux yeux de Rota une supercherie dont les symptômes sont multiples. J'en énumère quelques-uns. Mépris pour toute forme d'historicité, donc a fortiori l'ignorance complète de l'historicité interne aux sciences, y compris aux mathématiques, pour ne rien dire de l'histoire transcendantale dont le tracé constitue l'objet de la logique génétique au sens de Rota. Le snobisme, autre caractère, le snobisme se signalant par un goût pour les formules et les formulations de style logique, la fausse rigueur dans l'argumentation, le fétichisme de la forme axiomatique, l'exigence tatillonne de définition qui méconnaît l'ordre de progression de la pensée philosophique, mais dissimule, et en réalité aussi, l'ordre d'investigation réelle de la pensée mathématique. Comme Stan Ulam, il est convaincu que la logique mathématique ne formalise qu'une infime partie des processus par lesquels nous pensons. À ce formalisme étriqué, Rota oppose l'exigence d'une formalisation, ou cette formalisation, disons, étriquée. Rota propose et oppose l'exigence d'une formalisation qui prenne en compte l'ensemble des opérations effectives de l'activité cognitive, et il va même, dans certains articles, jusqu'à dire qu'il faudrait prendre en compte aussi les dimensions affectives, axiologiques et volitives. C'est dans une interview qui a été publiée dans la revue de Los Alamos. Il le rappellera en préambule à un article de 1988 en suggérant qu'une formalisation de ce qui est en jeu dans la position d'identité en mathématiques exige une analyse phénoménologique préalable. La question reste cependant posée. Une analyse formelle rigoureuse peut-elle prendre en charge ce qui avait coutume d'être une description psychologique des opérations intelligemment menées, par exemple des opérations telles que la comparaison, la formation d'une théorie, la mention d'exemples ou la référence, peuvent-elles être embrassées à l'intérieur d'un système formel? Sont-elles elles-mêmes algorithmiquement pensables? C'est ce que Rota écrit dans un article sur lequel je me pencherai à la fin, l'article de 88 avec Rota, Sharp et Sokolowski. Cela n'interdit pas en revanche, mais tout au contraire appelle, premièrement, une investigation philosophique et donc une description phénoménologique des ressources de la formalisation à l'œuvre en logique mathématique, ou qui donne lieu plutôt à la logique mathématique, et deuxièmement, une réflexion critique sur les limites des ressources actuellement utilisées et un arpentage, donc en quelque sorte, de celles qui sont susceptibles d'être exploitées. La nécessité de ce projet, clairement identifié par Rota chez Husserl, est aussitôt reconnue et assumée comme une motivation. Parmi les nombreuses citations que l'on devrait convoquer, permettez-moi de rappeler celle-ci, c'est celle que vous avez depuis un certain temps sous les yeux. Il nous incombe de développer ce programme en rigueur et en détail, en nous aidant de l'impressionnante quantité de matériaux que Husserl nous a légués, que ce programme devienne réalité et il nous sera donné d'assister à la naissance d'une nouvelle logique. La première réforme radicale de la logique depuis Aristote. Il est bien sûr que fort vraisemblablement, j'ai mal traduit, il est bien sûr fort vraisemblable, il y a un que de trop, à moins que la communication entre scientifiques et philosophes ne s'améliore, les mathématiciens et les scientifiques eux-mêmes, inconscients qu'ils sont du travail pionnier de Husserl, non pas ne feront rien, mais redécouvriront en toute indépendance exactement la même sortie hors de l'impasse, ou disons la même issue où il se trouve la même sortie hors de l'impasse dans laquelle il se trouve actuellement. Parmi ces ressources, fin de citation, donc parmi ces ressources, on a souvent pointé, à juste titre, la promotion du concept de Fundirung au rang de relation logique primitive, au même titre que l'implication et la conjonction. Rota à vous-même être motivé, comme l'était Husserl, par l'espoir que ce concept de Fundirung enrichira un jour la logique, comme l'ont fait ceux d'implication, de négation à leur temps. On aurait tort de ne voir dans ces déclarations qu'un trait d'esprit, lorsque présentant sa réforme de la logique d'inspiration husserlienne, Rota ne se contente pas de prédire de grands bouleversements induits par l'introduction d'un tel concept, mais bousculant la tranquille assurance sur laquelle se fonde la théorie des ensembles, il propose tout simplement de prolonger la réforme engagée en introduisant deux nouvelles relations telles que X manque de Y, X est absent de Y, selon un geste, X absent de Y. Selon un geste typiquement husserlien, une discipline méprisée du fait de sa non-conformité aux normes en vigueur se voit annoncer, si on y consacre les efforts nécessaires, un avenir scientifique radieux.
Elle l'est d'autant plus que, méthodiquement ou sous la poussée des circonstances théoriques, les mathématiciens eux-mêmes s'y trouvent contraints. Nous verrons dans une troisième partie, ou en tout cas je vais passer tout de suite, quels sont les problèmes à affronter et comment Rota propose de les résoudre par une réforme profonde de la logique formelle. Mais donc il faudrait pour cela d'abord s'assurer qu'il n'y a pas de bévue de la part de Rota, c'est-à-dire qu'il a bien vu ce projet chez Husserl et qu'il s'y trouve bien. Je vous demande de me faire confiance, c'est les citations D3, D4, où vous avez la déclaration de Husserl, et il y en aurait d'autres dans les textes, un volume que je suis en train de traduire en ce moment, qui s'appelle Alte Neue Logik, qui est dans les matériels, 1909, où c'est déjà clairement, explicitement à l'œuvre, puisque Husserl ne fait rien d'autre que, ils refont comme des concepts dérivés tous les concepts fondamentaux de la logique de l'époque. Alors, je passe directement au troisième point. La compréhension donc du projet husserlien par Rota, puisque c'est quand même notre objet principal dans ce colloque. Parmi les textes de Rota qui donnent une idée de l'évolution de son intérêt pour les questions logiques, ainsi que de sa compréhension ou de son appropriation du projet husserlien, nous pourrions convoquer, outre les textes les plus connus, publiés respectivement dans Discrete Thoughts et Indiscrete Thoughts, les cours professés au MIT sur Heidegger et Husserl, mais aussi et surtout une série d'articles dont certaines écrites en collaboration avec des logiciens, d'autres avec des philosophes ou des mathématiciens, parfois les deux, et que vous trouverez indiqués dans la bibliographie. Donc c'est à la fin de ce que vous avez, la dernière page. Et le texte sur lequel je vais m'appuyer sera principalement, et donc on voit, alors c'est avant, pardon, est-ce que vous l'avez? Oui, moi je ne l'ai pas avec moi, mais donc voilà, c'est ça, la bibliographie. Donc vous verrez les textes. Alors il y a plusieurs. Malheureusement, j'ai pas de. L'article sur lequel je vais m'appuyer. Alors vous voyez que ça commence dès 1960 et jusqu'en 1998, date en tout cas de relation, on va dire, des cours du MIT sur Heidegger, sur Être et Temps, où on trouve des développements qui sont en grande partie repris dans les articles plus connus sur Husserl et la réforme de la logique, Husserl et Kant, etc. Et tous les développements sur la Fundierung se trouvent dans ce texte-là de façon beaucoup plus développée en réalité. Et, donc je vais alors parmi les articles que j'ai pu travailler d'un peu plus près, donc il y a le texte de 1978, voilà, David Ellerman et Giancarlo Rota, a Measure Theoretic Approach to Logical Quantification, qui est une tentative de réduction de la logique, enfin des quantificateurs logiques, donc du calcul des prédicats, enfin des quantificateurs, à la théorie des probabilités, en disant finalement c'est quelque chose qui a toujours été affirmé depuis longtemps, mais on ne l'a jamais fait réellement. Il le fait en utilisant la logique algébrique de Halmos et d'autres auteurs, et en fouillant un petit peu les cours de logique de Rota, en fait on trouve des passages où il développe cela déjà, sur la quantification logique des probabilités. Et alors le texte sur lequel je m'appuierai principalement... Comment? D'accord. Et donc le texte sur lequel oui, c'est le texte de 1979, An Introduction to Probability and Random Processes. Et vous avez enfin celui qui m'intéressera ici plus particulièrement, c'est le texte de 88, avec Sharp, Sokolowski, Syntax Semantics and the Problem of Identity in Mathematical Objects. On va voir l'utilisation absolument ahurissante, mais en un sens laudatif de ma part, que Rota fait du concept de Fundierung. Donc c'est pour ça que je vais essayer d'accélérer pour... Oh, quoique non, ça va, j'ai le temps. Donc voilà, j'en viens donc à ces... Attends, je te redonne. Alors, les deux articles publiés dans Discrete Thoughts nous fournissent malgré tout un exposé assez détaillé des motifs. Donc j'ai appuyé ma lecture sur le cours du MIT que Mark van Hatten m'a gracieusement montré.
Donc, nous propose un exposé assez détaillé des motifs qui, dans l'actualité scientifique, devraient nous pousser à porter le projet husserlien de réforme de la logique un peu plus loin, en réinvestissant le champ de la phénoménologie transcendantale. Car il ne fait aucun doute pour Rota que nous sommes contraints à une révision de la logique, et qu'elle ne peut se faire qu'en suivant les pas de Husserl. C'est les deux points clés à mes yeux. Et comme chez ce dernier, le premier pas est celui d'une prise de conscience historique de situation de crise. C'est la crise actuelle nous contraint à une révision drastique de cette logique en suivant les lignes tracées par Husserl. Cette révision est, je le crois, le thème qui unifie de bout en bout la crise des sciences européennes. Alors, à partir de là, je vais essayer de pointer quelques thèmes, quelques étapes dans le raisonnement de Weil. Premier point, donc la situation de crise. Deuxième point, la sémantique fondamentale, en crise, la sémantique logique elle-même en crise. Une difficulté philosophique et enfin la conversion méthodique ou la conversion, disons, d'une situation subie en méthode. Ce que j'appelle la conversion méthodique de la crise, et c'est un geste qu'on retrouve chez Husserl lui-même. On pourrait dire d'une certaine manière que Descartes forme sa philosophie de cette façon-là aussi. C'est-à-dire qu'on pourrait dire conjurer l'aléatoire ou transformer la contingence en nécessité intérieure. À peu près en formule de Kandinsky, mais effectivement il y a quelque chose de cet ordre-là. Les deux articles publiés dans Discrete Thoughts nous fournissent un exposé assez détaillé des motifs qui, dans l'actualité scientifique, devraient donc nous pousser... Ah non, pardon, excusez-moi. Donc la situation de crise. Parmi les difficultés qui, dans l'actualité scientifique, forment les contours de l'état présent de crise et donc dessinent aussi les lignes directrices d'une critique méthodique et qui motivent aussi une transformation profonde de la logique formelle, qui prolonge celle de Husserl, Rota mentionne les 3 points suivants. Enfin, en tout cas, j'en ai dénombré 3. Le premier, et c'est celui qui va m'arrêter, l'assombrissement des fondements des mathématiques par érosion lente de la confiance quasi-unanime dans l'approche ensembliste. Deuxième aspect, c'est de la crise scientifique, de la situation scientifique de l'époque, inadéquation de cette approche par rapport aux défis que présente le formalisme de la mécanique quantique. Et enfin, 3, le besoin d'un approfondissement de la réforme du concept de temps qui soit poussé aussi loin et dans une ampleur presque aussi égale à celle qu'a subi le concept d'espace. Alors, la première dimension de la crise, on pourrait dire que la situation est des plus paradoxale. Après des débuts triomphants et un enthousiasme de part et d'autre, on pourrait dire du côté des philosophes comme des mathématiciens, ou en tout cas de certains philosophes qui voyaient un terrain de convergence d'intérêts sur la fameuse méréologie, nous sommes contraints d'admettre que les promesses n'ont pas été tenues. À mesure que s'est développée qu'elle s'est développée au point d'être reçue par le Sénat des mathématiciens, les espoirs de fonder sur elle la science, ou même seulement les mathématiques, se sont amenuisés. Les progrès de l'algèbre et de la géométrie algébrique ont instillé peu à peu le doute sur le caractère fondamental, même en mathématiques. Rota y aura du reste contribué à instiller ce doute. Ce doute rejaillit sur les prétentions épistémologiques de la plupart des sémantiques formelles qui ont été proposées à ce jour en logique, théorie des modèles, sémantique modale aussi, mais aussi certaines extensions algébriques. À l'autre bout du spectre mathématique, poursuit Rota, von Neumann a démontré l'inadéquation de la théorie des ensembles pour les fondements de la mécanique quantique. Cette critique vaut, ajoute Rota, même pour la théorie des ensembles modernisés, donc on pourrait dire partant par opposition à la théorie naïve des ensembles. Et le même von Neumann, insiste-t-il, a admis l'échec de sa logique quantique, et était à la fin de sa vie sceptique sur les palliatifs que représentait la théorie des treillis modulaires. Une autre crise concerne donc le concept de temps en physique et en physique des hautes énergies. La physique des hautes énergies manque elle aussi de fondation, dit Rota, nous laissant face à un massif de concepts devenus problématiques. Et le massif de concepts, c'est rien moins que le concept de matière, de distance, de mesure, etc., qui deviennent de plus en plus obscurs chaque jour à mesure que s'amoncellent les données expérimentales inexpliquées et de plus en plus précises en attente de quelque explication conceptuelle.
Et Rota poursuit en disant finalement le concept de temps, et donc c'est là. Je la zappe. J'en viens au deuxième point, toujours dans cette partie, la sémantique fondamentale, ou disons formelle, en crise. Il nous faut insister sur le premier point, donc j'insiste ainsi sur le premier point. Rota dit ceci: c'est une chance pour la phénoménologie que la notion d'ensemble et les diverses notations apparentées soient devenues problématiques, comme cela a été prévu par Husserl depuis longtemps. Car poursuit Rota, cette crise suscite par force une situation d'analyse phénoménologique. Je dis bien, j'insiste là-dessus, une situation d'analyse phénoménologique, mais contrainte. Grâce à la crise actuelle des fondements, nous est accordée une rare opportunité d'observer les concepts scientifiques dans l'état de détachement connu sous le nom de technique de mise entre parenthèses. Comme cela se produit souvent, les événements eux-mêmes nous contraignent à une réduction phénoménologique. Tant que l'on pouvait se bercer de l'illusion que la théorie des ensembles constituait le véritable fondement des mathématiques, voire l'ontologie formelle de base de toute la science, les prétentions épistémologiques de la phénoménologie ne pouvaient être accueillies que par un haussement d'épaules. La situation de crise oblige, sans qu'on l'ait prémédité, ni ne maîtrise réellement méthodiquement la situation, à exercer dramatiquement une réduction phénoménologique. Donc dramatiquement, à tous les sens du terme de dramatique. Cette phénoménologie sauvage aboutit au même résultat que la phénoménologie, on pourrait dire, méthodique et disciplinée, académique, c'est-à-dire la mise entre parenthèses délibérée et réfléchie. Les concepts fondamentaux sont déchargés de leur poids ontologique, qu'une confiance excessive avait placé en eux, naïvement. Ils se trouvent déconnectés du réseau qui les enserre et où ils se renforcent l'un l'autre, et ainsi pris à part et à partie, placés sur la table d'analyse, ou comme dirait l'autre, sur la table de dissection, sans qu'on y accorde plus de crédit qu'il ne faut, ils apparaissent comme ce qu'ils sont, des concepts devenus problématiques. L'objet de cet article de Rota étant d'établir que la phénoménologie husserlienne comporte les ressources nécessaires et qu'elle passe par une réforme de la logique, son objectif va être double. Inviter les scientifiques à puiser dans ces ressources, dans les ressources de la méthode husserlienne, et proposer à titre de contribution quelques pistes de ce que pourrait être une utilisation réfléchie et méthodique de celle-ci en vue de réformer nos catégories logiques et développer même de façon adéquate une présentation schématique de ce que pourrait être cette nouvelle logique réformée. On vient à un autre point, donc la difficulté philosophique, proprement philosophique. En quoi consiste-t-elle ? Parvenus à ce stade, nous nous heurtons à un obstacle sur lequel la plupart des lecteurs de Husserl ont eux-mêmes presque systématiquement à choper, et qui exprime, selon Rota, la plus intime résistance de la culture occidentale, ou même, ou disons, européenne, pour reprendre le concept husserlien, qui, j'aime pas beaucoup le concept d'occidental pour de multiples raisons, politiques principalement. Par suite, donc la plus intime résistance de la culture occidentale, et par suite de la science, qui s'est développée en son sein, ça rejoint un peu des remarques de Pierre Cartier ce matin. Je veux parler de son antiplatonisme. La vertu principale de la méthode husserlienne est de nous en défaire en dénouant le nœud de croyance naïve, la thèse nouée en quelque sorte, et y touchant, il est inévitable que se produise, y compris chez Rota par moment, un certain affolement. Rota n'en aborde du reste qu'un aspect en revendiquant clairement, par ailleurs, ce qu'il appelle le réalisme de sa position, au sens du réalisme plutôt physique que le réalisme au sens évidemment mathématique. Un réalisme neutre, dit-il, néanmoins à l'égard d'un primat quelconque accordé à un type d'entité plutôt que l'autre. Mais aussi neutre, on le verra, enfin on le verra pas, pardon, mais je l'évoquerai, ça sera allusif à la fin, à l'égard de la question de la subjectivité, et ça rejoint donc la critique ou la déconstruction de l'objectif. En règle générale, dans la science et dans la culture moderne, ça se manifeste par cette tendance qu'on appelle le réductionnisme et cette forme dure du réductionnisme qu'est le physicalisme. La crise ne sera pas surmontée, dit Rota, à moins que la neutralité ontologique préconisée méthodiquement par Husserl et par la réduction transcendantale ne devienne un habitus du scientifique. Et le premier aspect de cette émancipation, donc, sera la libération vis-à-vis de la croyance ontologique naïve qu'il y a une différence de degré ontologique
voire a fortiori une différence de nature entre objets idéaux tels que nombres, variétés, corps algébriques, poèmes, particules subatomiques, du côté des objets idéaux, et objets réaux tels que chaises, tables, etc. La phénoménologie dévoile l'existence de sphères zététiques distinctes pour tous ces objets d'égale dignité et permet à un pluralisme ontologique d'exister sans relativisme. Et ce n'est pas l'un des moindres mérites de la phénoménologie qu'est d'avoir mis à nu la congruence entre cette protodoxa et la structure fondamentale de notre logique. Notre logique, comme cela se manifeste on ne peut plus clairement dans la logique mathématique, est calquée sur la structure supposée des objets physiques. Je cite Rota sur ce point, le noème de base est l'ensemble, et toutes les relations entre ensembles se définissent en termes d'appartenance et d'inclusion. Et donc, il met ça en rapport avec cette forme, disons, d'objectivisme, et on comprend que la critique de l'objectivisme et la critique, disons, de cette prégnance, on pourrait dire, du cadre ensembliste, aillent de pair pour Rota. On vient donc au moment clé de cet article, qui est la conversion, ce que j'appelle la conversion méthodique d'un état, disons, d'une époquée ou d'une réduction phénoménologique pratiquée, on pourrait dire, à marche forcée, au forceps, en une réduction pratiquée méthodiquement et de façon réfléchie. Partant de cette prise de conscience et afin de procéder méthodiquement à cette réforme de la logique, Rota propose un étrange protocole qui correspond à un geste profondément philosophique. Il s'agit de reprendre de manière réfléchie et méthodique les étapes parcourues à marche forcée. C'est le Descartes, on pourrait dire, du discours de la méthode. Donc c'est quelque chose qui est profondément moderne, disons, et dans la modernité philosophique. Et évidemment, chez Husserl aussi, les méditations cartésiennes sont aussi en fait un travail de recollection d'étapes qu'il a lui-même parcourues. Et on a souvent ça, dans les moments, disons, de relecture du parcours, de son propre parcours. Il y a une transformation, on pourrait dire, une universalisation de quelque chose qui est un parcours, on pourrait dire, d'un intellectuel ou d'un scientifique, un parcours contingent. La compréhension de ce parcours produit d'emblée une universalisation, donc une transformation en méthode. Alors, la première phase, donc les phases de la méthode seraient les suivantes. Il y a trois phases principales. Première phase de la méthode, de la réforme, pardon, afin de nous défaire de toute ontologie naïve et résister à toute forme de réductionnisme, en particulier à la forme moderne du naturalisme qu'est le physicalisme, où l'objet physique monolithique est tenu pour la norme de la réalité, Rota propose d'appliquer la méthode de mise entre parenthèses. L'effet immédiat en est de libérer la voie à une ontologie des objets idéaux, objets mathématiques, valeurs, cardinaux inaccessibles, quarks, neutrinos, etc. On remarquera que les objets physiques de la mécanique quantique se trouvent rangés donc dans la liste des objets idéaux, ce qui choquera évidemment le préjugé physicaliste. Mais c'est le seul qui en réalité devrait être choqué, ce qui est aussi une manière provocante pour Rota de savoir ce qu'il y a comme résidu encore de ce préjugé chez nous. Deuxième phase, une fois la nouvelle thèse admise, ou en tout cas cette neutralité ontologique, une nouvelle attitude scientifique se trouve automatiquement instituée. On devine qu'il s'agit là d'un processus de réforme intellectuelle profond, infini, pour ainsi dire, sous forte dépendance des contextes politiques et économiques, c'est aussi tout un programme d'éducation, d'organisation de la recherche qui en découlerait logiquement. Voilà, donc on est conduit à cette attitude, dans cette attitude, nous dit Rota, à une nouvelle phase d'objectivation, une nouvelle phase de formation d'objets. Chaque objet est pris au sérieux, étudié et expliqué au niveau qui est le sien, au sein de son domaine eidétique. Il s'agit de pratiquer méthodiquement ce que font la plupart des scientifiques spontanément, mais malheureusement pas délibérément, car cet élargissement de l'ontologie se heurte à une résistance intime persistante. Car, prévient Rota, les scientifiques refuseront d'adopter l'attitude inverse. Alors, c'est pas une citation, enfin, je ne sais pas si je l'ai mise là. Non, c'est après. Alors, attendez, voilà. Donc, les scientifiques refuseront d'adopter l'attitude inverse, celle qui nous enjoint de préserver une forme de détachement fondamental à l'égard des objets posés, nous permettant de les neutraliser à nouveau et d'admettre un horizon ouvert de modalisation. Cette étrange combinaison d'époquée et de modalisation de la croyance
transformant l'assuré en problématique ou en douteux ou en questionné, correspond à ce que j'ai proposé d'appeler ailleurs un platonisme modal, qui n'a rien d'absurde d'un point de vue husserlien, comme nous allons le voir, en tout cas si l'on fait crédit à Rota de sa lecture ou de son husserlianisme. Ces processus de crise ne prennent une tournure dramatique et déstabilisante qu'en raison d'une crispation sur les formes de rationalité devenues caduques ou en passe de l'être. Cherchant à comprendre et à débloquer cette situation, la phénoménologie prend fatalement une tournure génétique dont la tâche est de dévoiler, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'histoire transcendantale qui a conduit à la constitution de l'objet mathématique, on pourrait dire sa genèse. Une histoire qui n'a rien de linéaire, mais comporte des péripéties, des reconnaissances, pour reprendre le cadre de la théorie du récit, on pourrait dire aristotélicien, une histoire donc dramatique avec ses crises et ses dénouements. C'est cela qu'enveloppe la dimension de la modalisation, ce que Husserl nomme aussi le domaine de la positionnalité, le domaine du thétique. D'accord ? Puisque j'ai parlé de neutralité, l'époquée c'est la neutralité, mais qu'est-ce qu'on neutralise ? Eh bien, c'est l'ensemble des formes de position ou de thèse. Donc c'est cela qui s'opère, mais de façon informelle, mais pratiquée informellement, sous réduction transcendantale et idétique. Cette reconstruction, la reconstruction de cette genèse relève aussi déjà de la logique. Pour Rota, elle est un processus logique, c'est ça le plus surprenant dans cet article, que la logique classique, nous dit-il, est incapable d'exprimer et qui requiert par conséquent une logique totalement nouvelle. Alors dans ce passage-là, c'est la dernière phrase, est un processus logique pour lequel la logique classique est totalement inadéquate. Alors, troisième phase, nous en venons au troisième point qui concerne donc la troisième phase, le statut épistémologique des sciences qui retardent. Deux attitudes possibles à cet égard, nous dit Rota, soit l'application non critique de la norme qui prévaut en physique, et qui est du reste devenue problématique, soit la relégation des sciences, alors les sciences qui retardent c'est la biologie, mais évidemment les sciences humaines a fortiori, ou les dites sciences humaines, soit leur relégation dans un statut infra-épistémologique ou infra-scientifique. Là encore, la réforme de la logique, dit Rota, doit rendre compte d'un certain pluralisme épistémologique, de la possibilité de ce pluralisme, ce qui ne veut pas dire, bien évidemment, qu'il faille admettre les dites sciences humaines en particulier, et même les sciences de la vie, en l'état, non plus, d'ailleurs, qu'à l'inverse, qu'il n'y ait rien à en apprendre. Y compris en termes de formalisation ou de potentiel de forme, on pourrait dire, qu'ils peuvent suggérer. Alors, le point 2 et 3, que je viens de pointer, appelle quelques remarques quant à la portée logique de la phénoménologie génétique. Les points sont les suivants. Je vais essayer de... Ça va, j'ai pas trop débordé. Les points sont au nombre de 4. Premier point, donc, redéfinition de la tâche d'une réforme de la logique au vu de ce de voir sur la situation de crise et la manière dont la méthode, on pourrait dire l'arsenal phénoménologique transcendantal, c'est-à-dire essentiellement variation idétique, réduction transcendantale, se trouve mobilisé par Rota. Deuxième point, des échantillons de nouveaux concepts logiques fondamentaux, proposition de concepts logiques fondamentaux. Troisième point, ce que j'appelle l'effet de levier de la Fundirung. On verra comment cet effet de levier opère dans l'article de 88. Et enfin, quatrième point, c'est ce vers quoi tendait cet article, mais ce sera très bref, la schématisation du cycle que nous venons d'évoquer. On pourrait dire le cycle, c'est ce que j'appelle la transformation méthodique de on pourrait dire cette phénoménologie, cette phase phénoménologique à marche forcée, qui sont faites de façon instinctive, on pourrait dire, ou bricolées sur l'état, conversion méthodique, et donc le fait de transformer ça en programme de développement scientifique. Donc, il y a quelque chose d'un peu gigantesque aussi dans le projet de Rota, enfin dans ce qu'il met sous ce titre de réforme de la logique, c'est assez vertigineux aussi. Donc, redéfinition de la tâche d'une réforme de la logique sur ses bases. Les ressources de la phénoménologie génétique, qui semblent se situer en deçà de la norme de rigueur de la science actuelle, en particulier celles qui triomphent en logique mathématique, sont en réalité indispensables, non seulement pour penser rigoureusement la situation de crise présente, mais pour y remédier.
La tâche qui nous incombe est de formaliser ces ressources à mesure que nous y puisons, avec cette complication supplémentaire que ce passage de l'informel au formel fait lui aussi partie du processus qu'il faut formaliser. C'est précisément ce qui se joue dans la phénoménologie et le passage de la production phénoménologique des concepts nouveaux à leur formalisation adéquate. En résumé, il incombe à la phénoménologie génétique de penser le passage de l'informel au formel, et il nous incombe, dans le cadre du projet de logique réformée, il nous incombe de le traduire en termes rigoureusement formels. C'est la citation 10. Pour laquelle je ferai allusion, enfin je ne la lis pas ici. Donc, les échantillons de nouveaux concepts logiques fondamentaux, c'est le deuxième point, toujours dans cette conversion méthodique de la phénoménologie sauvage, de manière à attester la possibilité d'une telle situation, ou d'une telle mission, pardon, Rota est conduit à donner quelques exemples des relations formelles fondamentales qui, à l'origine de la notion d'ensemble, ont été recouvertes. Donc il y a quelque chose qui ressemble un peu à ce que dit Searle de Galilée, geste qui découvre, qui est découvrant et recouvrant. La découverte, enfin on pourrait dire la théorie des ensembles, a été un geste de découvrement, de recouvrement aussi. Ont été donc des concepts fondamentaux, des relations formelles fondamentales ont été recouvertes une fois les concepts ensemblistes découverts et la théorie des ensembles normalisée. Ainsi, les relations de résider implicitement dans, être hanté par, manquer de, faire défaut, etc. Loin d'être par essence informelles, ces relations, dit Rota, recèlent en elles, tout au contraire, un riche potentiel de forme qu'il est loisible aux mathématiciens et aux logiciens de penser et d'exprimer rigoureusement. Deuxième point, donc je ne lis pas la citation, mais vous l'avez sous les yeux, c'est là-dessus que je m'appuyais, l'effet de levier de la Fundirung. Parmi ce stock, enfin je parle l'effet de levier au sens où les financiers parlent d'effet de levier aussi, parmi ce stock de notions en attente de formalisation, la notion de Fundirung retient particulièrement l'attention de Rota, dans la mesure où cet aspect a été, traité de manière approfondie par Albino hier, tout à l'heure, je ne m'y arrêterai pas. Néanmoins, parce qu'elle permet de penser plus que les autres le rapport du fonctionnel à l'informel, c'est-à-dire au factice et au non fonctionnel, il convient de remarquer d'emblée qu'elle est destinée à exercer un véritable effet de levier dans la formalisation du passage, justement, de l'informel au formel. D'accord ? C'est ça ce que j'entends par effet de levier. La Fundirung permet chez Rota de penser le passage. C'est ça, en fait, ce qui en fait un concept. C'est à la fois un concept formel, nouveau, un concept formel fondamental, et c'est en même temps le concept formel qui exerce l'effet de levier. Alors, l'effet de levier, je prends la métaphore à Husserl lui-même, puisque c'est ainsi qu'il présente la fonction de la troisième recherche dans l'économie des recherches logiques. Il dit c'est un levier, puisque c'est ce qui va permettre de desserrer les taux, on pourrait dire de façon très simple, l'enchaînement, ce que j'appelle ce que Husserl appelle Stufenfolge, d'opérations qui sont à la base de son esthétique transcendantale, et c'est-à-dire constitution d'unité esthétique, mais aussi constitution d'unité catégorielle. Il prend des exemples évidemment dans la géométrie principalement, mais pas seulement. Husserl dit que la troisième recherche est le levier qui permet d'accéder à ce niveau d'analyse abstraite pour les actes, et donc de dépasser finalement ce qu'une psychologie même très fine peut faire. Parce qu'on va décomposer en moments abstraits des choses qui ne sont pas perceptibles. Dans la perception interne, les opérations dont il est question ne sont pas perceptibles. Ce n'est pas quelque chose qui est donné dans la perception interne. Donc ce n'est pas de l'introspection du tout. C'est vraiment la table, pour prendre l'image de tout à l'heure, la table d'analyse, on a neutralisé, et donc on décompose, et on a une liberté totale de décomposition, et qui est tout à fait comparable à celle du géomètre, comme il insiste à plusieurs reprises Husserl.
Et donc, je dis, c'est non seulement un effet de levier, mais c'est un effet de levier, puis, enfin, le concept fondamental, parce qu'il va permettre de penser ce qui nous intéresse, c'est-à-dire la manière dont vont collaborer, on pourrait dire, le phénoménologue. Alors, c'est pas forcément un individu, ça peut être le même personnage, Rota, et tantôt prend une casquette, tantôt prend l'autre. Et la collaboration se fait en lui, d'une certaine manière. Donc, il le fait, c'est-à-dire que globalement, ce qu'il prend, les ressources, les stocks d'analyse informels, phénoménologiques, il les retranscrit, il les réinjecte presque immédiatement dans ses travaux sur les probabilités, etc., ou les articles qui tout à l'heure sur les rapports entre syntaxe et sémantique. Donc, j'en viens à la... Donc, je ne cite pas cette... Hein, j'en viens au quatrième point, donc schématisation des cycles de constitution et d'éthique. Donc, une fois qu'on a compris que ce parcours fait de façon contingente à marche forcée correspondait en fait à quelque chose lorsque la réflexion comprend la nécessité des étapes, eh bien, c'est là où se produit la conversion méthodique. C'est-à-dire que c'est un cycle qui se répète en réalité, qui se répète et qui est un mode de développement naturel de la science. Mais simplement parce qu'on a des préjugés, certains préjugés fondamentaux font obstacle, certains a priori, enfin certains préjugés d'ordre ou certaines options ontologiques font obstacle, eh bien, chacune de ces phases est parcourue à reculons en réalité. Mais de toute façon, elle est inévitable. Et c'est ce que j'appelle la conversion, on pourrait dire, non pas du hasard en fatalité, contingence en fatalité, mais vraiment quelque chose qui est une transformation. Une fois de plus, je répète, c'est ce que fait Descartes en réalité. Descartes, le discours de la méthode, il n'est pas sorti armé de sa tête, c'est parce que c'est le parcours, parce qu'il se posait, on pourrait dire, honnêtement les questions. Il se posait les problèmes en mathématiques, en physique, etc. Il se les posait honnêtement, qui les conduit à réfléchir. Mais pourquoi, comment j'en suis venu là? Et réfléchissant aux étapes, il cherchait, je pense, en tout cas, à essayer de voir quelles sont les règles qui l'avaient guidé, essayer de formuler. Et il y a cette formule tout à fait admirable dans le discours de la méthode où Descartes dit, finalement, il y a une convertibilité de la règle en vérité et de la vérité en règle. Règle méthodique. Donc une règle c'est ce qui sert un peu le cercle habituel de la méthode cartésienne. Donc on est dans une situation qui est exactement de cet ordre. Donc schématisation des cycles de constitution et d'éthique. Rota conclut ces développements par un schéma qui résume les phases que nous venons de parcourir. Donc de 2 et 3, nous concluons que la phénoménologie génétique intervient à 2 étapes du développement d'une science, à l'aube, en circonscrivant le domaine éidétique avec ses lois internes, au crépuscule, par la critique de cette même autonomie, ce qui conduit à un élargissement nouveau du domaine éidétique. Et il parle de domaine éidétique, j'y reviendrai tout à l'heure. Et donc le modèle éidétique est quelque chose de plus qu'une simple sémantique ou un modèle, pour parler le langage de la logique. Et le processus peut être représenté schématiquement suivant le modèle suivant: objets idéaux, donc science, crise, analyse génétique, objet idéal, etc. Et le cycle est enclenché comme ça. Ce cycle de phases de constitution éidétique, où alternent des phases de crise, de formalisation féconde, d'analyse génétique et d'élargissement du domaine éidétique, donne une forme réfléchie et méthodique à un processus pour l'heure irréfléchi, dont les crises sont subies sous la forme d'événements historiques contingents et les épocailles, les époquées, pratiquées au coup par coup, dans le sang et les larmes, au lieu de l'être de façon méthodique et réfléchie. Son objectif est de fixer le moment historique présent et d'ébaucher les grandes lignes de ce que pourrait donner une histoire effective des sciences où phénoménologie transcendantale et recherche scientifique collaboreraient et coopéreraient. Ce qui transformerait, on pourrait dire, ouvrirait un nouveau cycle de l'histoire des sciences pour l'humanité, où on romprait avec cette fatalité qui colle d'une certaine manière à ce que Rota appelle la culture occidentale. À défaut d'une telle coopération, il est du moins possible de travailler à en préciser les contours et à réunir les conditions, bref, à définir plus rigoureusement la partie du programme de la réforme de la logique qui nous incombe.
en tant que philosophe ou en tant que mathématicien, etc. À défaut de quoi, avertit Rota, cette réforme de toute façon se fera. Elle se poursuivra instinctivement, chaotiquement, mais elle se fera. Citation 14. Il nous incombe de développer, donc c'est la citation que j'avais déjà évoquée tout à l'heure, de développer ce programme rigoureusement et en détail au moyen de l'impressionnant ou à partir de l'impressionnante quantité de matériaux que Husserl nous a légués. Si ce programme devait devenir réalité, nous pourrions alors assister à la naissance d'une nouvelle logique, etc. Et je poursuis, donc je redonne la même citation, mais je donne la suite justement de ce que donnait le texte. Il est plus que vraisemblable que, à moins que la communication entre scientifiques et philosophes ne s'améliore, des mathématiciens et des scientifiques redécouvriront eux-mêmes, dans l'ignorance du travail pionnier de Husserl, exactement la même voie pour sortir de l'impasse. Rappelez-vous qu'une analyse génétique inspirée du concept de simultanéité, entreprise par un esprit philosophique non exercé, a conduit à la conception de la théorie de la relativité restreinte. Et là, il y aurait des choses à voir, dans quelle mesure la manière dont Husserl travaille le concept de simultanéité dans les Ideen, puisqu'il prend les deux concepts de simultanéité et de succession comme étant les deux concepts fondamentaux, et à partir de là, il plonge, on pourrait dire, dans l'analyse de la conscience du temps, et de cette analyse de la conscience du temps, il va jusque dans les années 1918, l'analyse des modalités temporelles. Donc quelque chose qui est infra par rapport aux grandes découpage qu'on trouve dans les leçons de 1905 entre protension, rétention et impression, qui sont les... Après, on est dans des choses beaucoup plus nouvelles et assez déroutantes, mais qu'il faut prendre le temps de lire, en ayant fait tomber les œillères qui empêchent de lire le texte, finalement. Voilà, c'est à une telle collaboration, laissée au hasard de l'inspiration, que Rota attribue la naissance de la théorie de la relativité, comme nous voyons ici dans cette citation. Alors, pour aller dans le sens de cette collaboration, nous pourrions commencer, par exemple, par étudier les conditions de possibilité d'un partage entre deux modalités d'exercice de l'époquée, comprendre déjà comment il est possible qu'il y ait d'un côté une époquée méthodique et ce que j'ai appelé une époquée d'instinct. Puisque, une fois de plus, je le répète, penser la formalisation, le passage de l'informel au formel, fait partie d'une logique formelle digne de ce nom. Voilà. Donc, alors après, on pourrait dire que ça peut conduire à une situation gödelienne, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est l'exigence posée par Rota. La distinction donc entre une modalité délibérée, une modalité irréfléchie et une modalité réfléchie de l'élargissement se laisse ramener en réalité en termes husserliens, et il y a les ressources chez Husserl pour penser ça. Entre ce que Husserl appelle une neutralité appliquée délibérément à la totalité des modalisations, ce qu'est la définition de l'époquée, les modalisations, c'est-à-dire l'ensemble des thèses, des formes puisque on pourrait dire chaque acte au sens phénoménologique a pour moment constitutif principal ce qu'il appelle le moment thétique. Et le moment thétique, il y en a dans l'ordre de la connaissance, enfin de l'objectivation, mais il y en a aussi dans l'ordre des actes affectifs, volitifs, etc. Quand je pose quelque chose comme étant à faire impérativement, eh bien, ou comme souhaitable, eh bien, j'ai posé quelque chose sur un mode spécifique. Et donc Husserl, Husserl le dit lui-même dans les Ideen, c'est la coupure fondamentale qui traverse la conscience, c'est celle entre le neutre et le non-neutre, d'une certaine manière. Donc cette opposition donc, entre une époquée appliquée délibérément à la totalité des modalisations et une époquée intervenant dans le cours de la modalisation. C'est quoi en réalité une époquée pratiquée de façon sauvage? C'est une époquée, simplement il y a un moment, il y a un problème, et ce problème amène à une position, à un changement d'attitude fondamentale. Et donc c'est le cours de la modélisation qui motive en quelque sorte l'exercice d'une époquée sauvage. Nous serions ainsi conduits à reprendre en termes plus rigoureux la distinction fondamentale entre neutralité et modalisation, les modalisations étant elles-mêmes conçues comme un sous-groupe des modifications intentionnelles, puisqu'il y a chez Husserl, c'est un travail sur lequel
lisible. Hein. Quand on passe, disons, des grandes catégories, disons de la grande classification du bestiaire ou de la botanique phénoménologique à quelque chose d'un peu plus analytique, en réalité, on est dans des analyses extrêmement fines en termes de fonctions de conscience, de moments de fonction, enfin de moments d'actes qui sont en fait des entités abstraites. Et Husserl dit ce sont des fonctions, il reprend le terme, et le concept central, et il va parcourir ce qu'il appelle des groupes de modifications, donc on pourrait presque parler de groupes de transformation phénoménologique, et ces groupes de modifications constituent, on pourrait dire, le lexique de base de l'analyse en 1913. En 1913, qui développe de façon systématique ce que j'appelais tout à l'heure les opérations, les enchaînements d'opérations à l'origine des unités esthétiques ou catégorielles. Alors après, je suis désolé, c'est un peu le lexique, le jargon husserlien, mais là-dessus, je répondrai volontiers. Nous serions ainsi conduits à reprendre en termes plus rigoureux la distinction fondamentale, donc en neutralité et modélisation, distinction qui constitue, selon Husserl, la scission fondamentale au sein de la conscience, au sein de ce qui constitue la sphère nodale de la conscience, qu'il appelle la sphère du positionnel ou la sphère du thétique. L'objectif premier est de mettre sur pied une syntaxe capable d'exprimer l'articulation des moments de neutralité et de modification modale. Mais surtout, et c'est peut-être le plus difficile, nous sommes invités à penser la constitution d'une sémantique qui ne soit pas obnubilée par la référence rigide, point, élément, etc., mais intègre toujours à la référence la dimension constituante du sens, et dans le sens, la dimension constitutive de la modalité elle-même, ou de la modalisation elle-même. Et c'est là où je rejoins, dans mon raisonnement qui est peut-être un peu rapide, les préoccupations de Rota sur la probabilité et dériver, en fait, finalement, toute la sémantique formelle de la question proche, disons, algébrique de la probabilité. Pour laquelle, d'ailleurs, on le verra tout à l'heure, il dit finalement, il y a une sémantique au sens formel, mais la syntaxe est encore déficiente, en réalité. Donc, cette double tâche, comme Rota le rappelle en maints endroits, exige que l'on repense, dans les termes totalement nouveaux, les rapports entre vérité et probabilité. Ces rapports pressentis ou admis, depuis l'institution première de la logique formelle, n'ont jamais abouti à une formalisation satisfaisante, y compris chez Boole. Celle-ci, comme le répète Rota après Husserl, suppose qu'on pense la logique déductive comme un cas limite de la logique inductive, tant désirée, mais qui est restée pour l'heure actuelle un desideratum. Elle a donné lieu chez Rota à des tentatives de réduction de la quantification logique à la théorie de la mesure, dans l'article que j'ai pointé tout à l'heure, via en particulier les propositions de Almos, de Tarski. Au départ, c'est ce qu'il appelle les algèbres cylindriques de et ensuite le volume de Almos sur Algebraic Logic. Ainsi, donc, dans les premiers essais mentionnés à la bibliographie, ce chantier, Rota en était conscient et rencontre l'une des inflexions les plus intrigantes des investigations logiques husserliennes, celle qui s'exprime chez lui dans les logiques formelles, logiques transcendantales, par l'exigence d'une sémantique où les probabilités, dit-il, sont conçues comme l'une des modalités et où les modalités sont constitutives de la matière logique au sens husserlien, c'est-à-dire de la sémantique au sens husserlien. Et vous trouvez ça au paragraphe 35 des logique formelle, logique transcendantale, et ce qui m'avait un peu interpellé à l'époque, parce que je travaillais sur ces questions de modélisation, et je me suis rendu compte qu'en fait Husserl met ça en œuvre dès 1909 dans les cours, le cours sur Alte ou Neue Logik, et ensuite dans les leçons sur la logique et la théorie de la science de 1909-1918. Des Husserliana, où en fait il y a on pourrait dire une tentative de genèse, de tous les concepts fondamentaux de la logique, des distinctions fondamentales de la logique, à partir des modalités. De façon massive, et les modalités, dit Husserl, c'est pas simplement les modalités au sens ontique du possible, du nécessaire, du douteux, du vraisemblable, etc., parce qu'il y a des modalités qui ne sont pas tout à fait conformes aux sémantiques modales de Kripke, etc., mais il dit, mais il faut intégrer aussi les modalités de type affective et pratique. Et à partir de là, on aura les chances d'avoir une sémantique à peu près complète. Un projet qui reste, bon là pour le coup c'est très informel, c'est des pistes, et ce qui m'a surpris, c'est de retrouver que Rota creuse ce sillon de façon systématique, puisqu'il essaye de rendre compte de la quantification de l'existentiel, et il essaye même de rendre compte de la... Alors,
y a un passage dans l'article, on le verra, sur l'opérateur epsilon de Hilbert, qu'il essaie d'éclairer sous cette... Alors, voilà. Ce qui, en termes fréguins, entraînerait aussi une toute autre distinction du Sinn et du Bedeutung. Et c'est ce à quoi s'oriente le traitement des probabilités dans cet article de Rota que j'ai cité, et qui tente de formaliser quelque chose de la notion primitive de position modifiée, subjectivement et corrélativement, donc objectivement ou noématiquement, celle d'un quelque chose qui n'est posé que sur ce mode. D'accord ? Le douteux posé comme douteux, le probable posé comme probable, etc., comme tel. Et l'objet, c'est ça. Et on n'a pas le droit de dire il y a un objet, un X certain, posé comme une entité discernable, qui serait subjectivement perçu comme probable, possible, etc. Cette nouvelle formalisation suppose que l'on modifie en profondeur la notion d'identité et que l'on reconnaisse la structure eidétique modale de tout objet, et donc on considère la structure modale du domaine eidétique au sens où on parle Rota. Alors j'en viens pour essayer de donner un peu de chair à ces grandes généralités à la quatrième partie, où j'ai le temps ou pas? 5 minutes, d'accord. Je vais essayer. Oui, j'avais du temps et puis en fait j'en ai perdu. Donc un échantillon de ce que pourrait être la nouvelle logique formelle, c'est le quatrième point, c'est l'article que je mentionnais tout à l'heure. L'article se présente comme une démonstration en 4 étapes que je vais évoquer en survol et dont le volet négatif est une critique des limites de l'ontologie formelle naïve et des conceptions logiques dominantes des rapports entre syntaxe et sémantique. Le volet positif, c'est le dégagement d'une structure eidétique dynamique pour la formalisation de laquelle quelques pistes vont se trouver proposées par Rota. La position du problème, elle est donnée... alors, la question de l'identité des objets mathématiques est instruite par l'application et même par la transposition de la relation de Fundirung à un niveau épistémologique le plus général qui soit, c'est-à-dire au niveau des rapports entre syntaxe et sémantique. La structure de l'objectivation scientifique comporte la même structure que la perspective, on pourrait dire, ou perspectiviste, que la perception ordinaire. Un même objet, un même en tant que quoi, un Allswas, au sens husserlien, est donné à travers une série de profils. De manière très perspicace, Rota se démarque de l'interprétation usuelle dominante, qui ne retient du mode de donation, sous le titre de mode de donation, c'est-à-dire du IMVI, du comment, que les modifications réelles, c'est-à-dire celles qui concernent le matériau sensible, c'est-à-dire j'ai tel flux de sensation, tel autre flux de sensation, etc. Et il distingue d'emblée, comme Husserl, Abschattungen et aspect ou côté. D'accord ? Plusieurs Abschattungen présentent un aspect ou un côté, et plusieurs côtés donnent une appréhension de la forme de l'objet, par exemple la bouteille qui est ici. Alors, une fois ce point acquis, au niveau de la perception, Rota va fusionner cette structure qui utilise donc la relation de Fundirung, la présentation complète, et il la transfère donc au niveau phénoménologique de la perception eidétique, c'est-à-dire du savoir. Et donc le domaine eidétique est constitué exactement de la même façon. Et donc une théorie, une syntaxe, une axiomatique, dit-il, avec les règles d'inférence, sont une esquisse, une Abschattung. Une Abschattung formelle. Une Abschattung formelle de quoi ? Eh bien, d'un objet mathématique, qui est le en tant que quoi identique, l'X, que je cherche à identifier à travers un processus infini. Et les phases d'identification, ça donnera autant de modèles, c'est-à-dire de modèles particuliers. Donc, double bénéfice de ce transfert, se trouve ainsi mis en relief le caractère perspectiviste du domaine eidétique, c'est-à-dire ce fait qu'aucune idéation n'est jamais complète, qu'aucune identification n'est jamais achevée, que l'évidence pleine et absolue et dernière, dans quelque ordre qu'elle s'exerce, dans quelque ordre du savoir qu'elle s'exerce, est une idée retirée à l'infini. Au plan épistémologique où nous nous situons, cela veut dire qu'aucune présentation axiomatique, aussi complète soit-elle, n'épuise pour autant son objet. Je reprends ici l'exemple de Rota, mais je m'arrêterai simplement ici. La ligne ou n'importe quel autre objet mathématique n'est jamais pleinement donné dans une seule système axiomatique ou un ensemble fini de systèmes axiomatiques. Deuxième mérite, ainsi conçu comme pôle d'un processus ouvert d'identification, l'objet mathématique identique laisse la porte ouverte aux aventures de la modélisation.
Cite Rota, la totalité des systèmes axiomatiques possibles pour la ligne réelle ne peut être épelée exhaustivement ni anticipée. Tout objet mathématique permet une suite ouverte à l'infini de présentations, c'est-à-dire de systèmes axiomatiques toujours nouveaux. C'est-à-dire qu'elle permet un développement successif d'axiomes toujours nouveaux de ce qui est perçu comme un seul et même objet. Corollaire de cela, nous sommes conduits à inscrire l'heuristique à l'agenda de la logique formelle élargie, c'est-à-dire la compréhension et la formalisation de l'ensemble des opérations qui conduisent à chercher et à préférer telle syntaxe en fonction de telle ou telle propriété nouvelle de l'objet mathématique que l'on cherche à mettre en relief, à faire émerger. Chacun de ces systèmes, dit Rota, ayant pour objectif de rendre manifeste de nouveaux caractères de l'objet mathématique. 4. Corrélativement, à l'encontre d'une conception de la formalisation conçue comme un jeu purement symbolique, se trouve ainsi mis en lumière le rôle de la précompréhension, une présaisie axiomatique, une intuition directrice, dit Rota, de l'objet mathématique est à l'œuvre qui guide et donne sens à l'axiomatisation. À supposer, donc voilà, le point. Donc, ainsi abordé, le problème de l'identité des objets mathématiques fournit le cadre permettant de situer au bon niveau de généralité la question logique des rapports entre syntaxe et sémantique, mais aussi celle non moins mal posée en philosophie des mathématiques de l'existence mathématique. Pour nous en tenir au premier aspect, et je terminerai là-dessus, où la logique parle de modèle, là où la logique parle de modèle pour un système syntaxique donné, les mathématiques ont affaire à des classes d'objets mathématiques consistant en des ensembles munis d'une structure additionnelle, groupe, variété, treillis, etc. Si l'on reprend la terminologie logique qui entend sous le titre de sémantique un ensemble d'interprétations, de modèles possibles d'une même syntaxe, nous avons ici affaire à une situation inverse, puisque plusieurs syntaxes sont possibles pour un même modèle, c'est-à-dire, dit Rota, pour une même classe d'objets mathématiques. D'où la formulation du problème, je m'arrêterai là tout simplement. Le problème de l'identité en mathématiques peut donc être considéré comme le problème de l'explication de la manière dont les syntaxes disparates peuvent néanmoins avoir la même sémantique ou les mêmes modèles. Alors je passe sur l'autre aspect, c'est-à-dire que ces relations de Fourier sont réversibles, puisqu'on peut avoir aussi, et donc pour dire les choses, la structure perspectiviste, c'est celle que vous trouvez dans la citation, j'ai donné le texte, c'est quelque chose qu'on trouve dans la Crisis de Husserl. La structure eidétique d'un champ scientifique, ça correspond chez Husserl à quelque chose ce qu'il appelle l'idée fin, l'idée télos, qui est un X, qui correspond à l'objet dont nous parle ici Rota. Ensuite, des phases de formalisation qui correspondent à ce que Husserl appelle des idées-formes, et qui correspondent, on pourrait dire, au développement de l'appareillage formalisant, donc logique entre autres, mais pas uniquement, puisque l'ontologie formelle a aussi une partie, disons, dans les mathématiques. Et ces phases, disons, de formalisation sont elles-mêmes, en quelque sorte, en interaction avec ce qu'il appelle des idées entames, des amorces, des façons de mordre sur le champ eidétique, et qui sont, on pourrait dire, les aperçus concrets, remplis de ces formes. Et donc la structure que Rota décrit dans cet article correspond très exactement à mes yeux à la structure perspectiviste, on pourrait dire, du processus du savoir tel qu'il est décrit par Husserl dans la Crisis. Voilà, je m'arrête ici parce que j'ai un peu long et un peu rapide déjà sur beaucoup de...